Que ça soit comme ça. Là, après, s'il y a d'autres qui veulent, c'est très difficile pour moi. Donc, tu étais sur quelle question? Bon, je t'en prie, dis ceci là, la guerrière, et que je t'en peux muter, je t'en prie, dis ceci là, que raconte-nous ton histoire. C'était en quelle année? Et tu décidais de prendre la route de l'aventure. Tu avais préparé la somme de combien? Qu'est-ce qui t'a poussé de quitter la Côte d'Ivoire pour prendre la route de l'aventure? Et ce qui est le plus important ici, là, chez nous, est que les détails sont très importants. Parce que quand tu donnes plus de détails, la jeunesse africaine, même les parents, savent que ces routes-là, c'est un route tragique, très satanique. Bon, ça veut dire que tu racontes ton histoire du début jusqu'à la fin, telle que tu as vécu ton histoire. Et ce que je peux seulement faire, je peux seulement ouvrir ma caméra, je peux seulement ouvrir mon micro, sauf seulement si j'ai des questions à te poser, soit pour une publicité, pour ceux qui veulent perdre du poids. Ok, maman, vas-y, on t'écoute. Suarez, tout a commencé en 2017. J'étais en Côte d'Ivoire ici. Je n'avais pas préparé ce voyage-là. J'étais ici, je faisais mon boulot parce que je venais d'accoucher. J'avais ma fille qui avait à peine 1 an. Et j'ai commencé à faire de petits boulots étant en Côte d'Ivoire ici. Donc, j'étais réceptionniste dans un pressing. De là, il y avait un gars qui faisait les photocopies là, avec les saisies de tests devant le pressing en question. Et il vendait les journaux. C'est comme ça, quand il y a les affiches, les gens viennent afficher ça sur le panneau des journaux là. Un de ces jours, il y a une de mes camarades qui était servante dans une cité en face de là où je travaillais. Quand elle avait un peu de temps, elle venait, on échangeait, on faisait tout et puis elle repartait. C'est comme ça, on a vu l'affiche, il y a un gars qui est venu dire, il fait partie des gens au Koweït, en Tunisie, au Maroc pour aller travailler. Donc moi-même, nous on a commencé à se poser des questions, on dit c'est dangereux, comment, il dit on paye rien, c'est le patron en question qui paye tout. Elle, sa situation était un peu bizarre. Elle a fait un mariage qui n'a pas réussi en Côte d'Ivoire ici. Le regard des gens, c'est comme ça. Elle a accepté de partir. Mais quand elle est partie, quelques années après, on s'est perdu de vue. Je ne savais pas ce qu'elle faisait là-bas, tout et tout. On s'est revus sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Elle m'a dit qu'elle est en Tunisie, qu'elle travaille bien là-bas. Elle est même mariée à quelqu'un. En tout cas, elle m'a fait croire que là-bas, c'était bien, que tout était bon. C'est comme ça m'a... Il a dit, bon, je vais voir si elle peut venir là-bas. Il a dit, non, il faut venir. C'est elle-même qui m'a proposé que je vienne là-bas. Je travaille, j'ai de l'argent parce qu'elle connaît ma situation ici. Donc, elle m'a proposé ça. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Elle dit, non, qu'elle de faire mon passeport. Elle va tout payer, les frais. C'est là qui a été mon piège, au fait. Elle dit, elle va, moi, de faire mon passeport, elle va payer le frais de voyage. Mais elle m'a dit de chercher au moins 200 000 de main sur moi pour l'argent de poche à l'aéroport. Donc, j'ai cherché, moi-même, j'ai cherché de l'aide, à appeler de gauche à droite, mais je n'ai pas dit aux gens que c'était pour aller en Tunisie parce qu'ils connaissent mes entourages. Ils allaient me dire de ne pas partir. J'étais là un jour, moi-même, j'avais oublié le voyage de août jusqu'à novembre. Le 15 novembre, elle m'appelle à 16 h soirée. Elle dit, ah, tu faut partir, ton billet d'avion est sorti. Elle dit, mais c'est quel voyage ça? Un voyage, ça se prépare. Tu ne vas pas m'appeler comme ça pour dire de venir. Déjà, c'était un billet boxé. Un billet boxé qu'on doit me donner à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, on me donne un contact de quelqu'un. J'arrive, le gars me dit, c'est toi, Aïcha, je me présente, il se présente. Il me tend une feuille que c'est mon billet d'avion. Non, mais je n'avais même pas l'argent même pour arriver à l'aéroport. J'ai appelé un ami qui m'accompagner jusqu'à l'aéroport. Elle m'a dit de ne pas prendre des faits, vêtements, tout, de laisser tout. J'ai pris un sac à main, mon habit j'avais porté. Ils avaient vendu mes kilos. À l'aéroport, ils ont vendu mes kilos, mes 2,23 là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé bagage soirée. Où j'ai me rendre compte que ça allait être un piège. Parce que les bagages, il peut y avoir des comprimés dedans. Oui, les effets qu'on nous donne à l'aéroport, il pouvait avoir des comprimés dedans qui allaient même empirer encore ma situation. On me donne le barrage, j'arrive à l'aéroport, on nous fouille à l'aéroport de Tunis. Donc, mon voisin qui était devant moi, vu que j'étais ouverte, on a bien sympathisé. Lui m'a donné maintenant son enveloppe, son billet, son argent de poche. C'est là, c'est comme ça, ils m'ont fait passer rapidement. J'arrive, le mari de ma camarade en question m'attend à l'aéroport. Il me dit, ah, que lui, le mari d'Ami, qu'Ami lui a expliqué. En ce moment, téléphone Infinis venait de sortir.
J'avais le téléphone infini. En tout cas, j'étais bien. Le gars m'arrache tout à l'aéroport de Tunis, Carthage. Il a pris mon téléphone, l'argent, tout ce qui était à moi. Et puis, il va avec moi dans les louages, là, les cars, les mini-cars, on prend pour se déplacer dans les villes, là. Il paye un ticket, il me met dedans, il appelle ma patronne. Elle connaît l'heure à laquelle j'allais venir, elle m'attendait à la gare. J'arrive vers les 17 h par là. Soirée, j'ai fait tout ce voyage-là en pleurs. C'est-à-dire j'avais un mauvais pressentiment. Quand quelque chose doit t'arriver, tu as un mauvais pressentiment. C'est comme ça que j'étais. Je pensais, je réfléchissais à ma vie, ma famille, que j'ai laissé brusquement. Parce que ça a été un voyage brusque. Je n'ai pas prévenu quelqu'un. J'arrive dans la ville à question, ma patronne m'attend. Et elle va avec moi dans la maison. Soirée, il ne faut pas voir la maison dans laquelle la femme l'a emmenée. Une grande maison à Sfax. Ceux qui ont fait Tunis là peuvent le témoigner. Les maisons de Sfax là, il n'y a pas moins de 5 chambres. C'est des grandes maisons parce que c'est les riches qui font les olives. En tout cas, ils sont bien. J'arrive dans la maison, elle me dit c'est là que je dois travailler. Là encore, j'ai commencé à pleurer. Matin, elle me demande, Aïcha, il y a quoi? Je dis, ah, et voilà ma situation. Je ne savais pas qu'il venait faire ce travail-là. Elle dit, ta soeur nous a dit que tu es sa soeur. Elle a déjà pris ton salaire, tout. La maison était dotée de 7 chambres, 4 salons. Il y a la piscine. L'extérieur que je dois nettoyer toujours. Moi qui étais à Abidjan, je n'avais même pas cette force même de nettoyer mon studio dans laquelle j'étais. Je me retrouve dans une villa de 7 chambres, 4 salons. Soirée, j'ai commencé à pleurer. Mais j'étais déjà là, comme on dit, un bon aventurier. J'étais déjà là, face aux différentes difficultés. J'ai commencé à travailler quand 3 mois. Les séquelles maintenant ont commencé à sortir. Les mal de dos. Un jour, je suis à la maison, mon dos a craqué. Les produits de ménage, ce n'est pas fait pour mettre la main comme ça. Parce que quand vous utilisez les produits de ménage, il faut porter les gants. Là-bas, ils ne te font pas porter les gants. Soirée, je me réveille à 4 h. Si je me suis trop vite couché, c'est 23 h. Sinon, c'est 1 h, 2 h. Le jour, il y a les fêtes, les cérémonies. Et puis, tu te réveilles à 4 h. Parce que si tu ne te réveilles pas vite pour faire les ménages, tout va te retomber là-dessus après. Soirée, j'ai commencé à faire ce travail-là. Mes bras ont commencé à s'enfler. J'ai commencé à pleurer parce qu'ils ont bloqué mon passeport, mon téléphone, tout. Je n'arrivais plus à joindre ma famille. C'est comme ça ma patronne a eu pitié de moi un jour. Elle a appelé ma camarade pour la menacer, pour lui dire d'envoyer mon téléphone. Mais elle ne m'a pas envoyé le téléphone en question, elle m'a envoyé un petit Android là-bas. J'ai réussi à appeler ma famille, leur expliquer ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas voulu dire à tout le monde. Je n'ai même pas dit à ma maman pour ne pas qu'elle s'inquiète. J'ai commencé à travailler encore jusqu'à ce que les 7 mois finissent. Mais j'ai eu une mauvaise image de l'immigration. J'ai dit c'est ça, parce que je ne sortais pas. On ne sortait pas de la maison. J'ai travaillé ces 7 mois-là dans une maison sans sortir. Quand je vois le jour, c'est que je suis partie verser la poubelle devant la porte. Les maisons, il y a caméra partout. Je ne voyais pas de lumière. Les maisons étaient dotées de caméras partout. J'étais comme une prisonnière dans les maisons. Souvent, ça veut dire que j'étais obligée de porter les gros boubous. Vous voyez derrière ma photo, c'est comme ça, je suis en forme de nature. Il y avait le papa de ma patronne là. Quand je le vois venir, je fuis et vais me cacher dans la chambre. Parce que c'était un pédophile. Quand il te voit, il commence à se masturber. Je me cachais comme ça. J'ai fait tous ces 7 mois dans les maisons, dans la peur, la crainte d'être vue. Quand j'ai fini le contrat, Dieu a fait, j'ai attrapé mon cœur, j'ai fini mes 7 mois de contrat. Je sors, je me renseigne maintenant auprès des différents blacks là-bas. On dit tu es dans la pénalité où tu es là, tu ne peux plus revenir dans ton pays. Parce qu'après 3 mois en Tunisie, tu rentres dans la pénalité. C'est-à-dire tu es dans l'illégalité maintenant, tu n'es plus libre de tes mouvements. J'ai commencé à me poser plein de questions. Quand j'arrive dans la capitale à Tunis, je vois 2 blacks qui passaient. C'est comme ça je les ai approchés pour leur dire, ah, je viens d'un contrat de 7 mois. Et même ils ont commencé à crier. J'ai dit, je cherche un toit où dormir parce que je ne sais pas où je vais partir. On dit, ah, mais c'est celle qui t'a fait venir. Je dis, je ne peux pas. Si moi je vais la croiser aujourd'hui, je risque de lui faire du mal. Je vais faire la prison en Tunisie ici. Donc je cherche une coloc. Eux aussi m'ont dit qu'ils avaient une chambre libre chez eux là-bas. C'était une Camerounaise et une Ivoirienne. C'est comme ça que je vais cohabiter avec ces 2 là. Soares.
On dit chien mange chien là. C'est à l'aventure, j'ai vu ça. La maison était 150 dirhams. Toutes les 3 chambres salon. Hein. Moi seul, je payais cette maison-là. Les 150 dirhams, c'est moi je payais les maisons. On me payait 400 dinars. Quand il y a 950 dinars, il ne me restait plus rien. C'est comme ça, il dit, bon, je vais essayer de faire d'autres boulots pour combler mes fins du mois. J'ai commencé à faire les grands ménages chez les étudiants. Parce que moi, mon travail ne me prenait pas toute ma journée. Je montais à 16h, je revenais à 21h. Et là, c'était des cache-cache. C'est comme ça, un jour, j'étais en ville, je descendais à 21h. La patrouille, les policiers m'ont pris, tout ça, ils ont fait les patrouilles. C'est là que j'ai croisé mon camarade en question. Mon camarade avec qui j'étais en Tunisie. C'est dans les patrouilles que je l'ai croisé. Et on a échangé des numéros. Il a vu que ma situation n'allait pas là-bas avec les filles en question. Parce que ça devenait de trop. J'étais découragée. Il était même tombé dans la dépression. Même je buvais là-bas, je fumais. J'ai dit, j'étais devenu, on dirait, quelqu'un qui n'avait pas de repère au fait. J'étais dans la ville là comme ça. Jusqu'à ce que je faisais tous les petits boulots hein, pour combler mes fins du mois. J'épargnais. J'étais avec mon ami. C'est comme ça, un jour, il me laisse et il va à l'aventure. Là-bas, c'est comme ça. Même l'homme que tu dors le matin, tu apprends qu'il est parti. À la paix, s'il te dit, tu peux le dissuader, tu peux lui dire de ne pas partir. Donc, c'est comme ça, lui, il va. Et un autre jour, j'ai un ami qui vient à Tunis pour dire, lui, il vient travailler. Il dit, mais toi, tu étais bien habillé. Si tu m'avais dit, j'allais te dire de ne pas venir en Tunisie. La Tunisie, en tout cas, ce n'est pas un pays où on dit, tu vas venir te chercher, tu vas être riche ici. Tu ne peux jamais être riche dans les pays Maghreb. Jamais. Il dit, tu as fait un mauvais choix même. Il dit, non, que lui, il est venu se chercher. Il dit, d'accord, comme tu es déjà là, il faut essayer les boulots, là, on va voir si tu peux. Il a fait 2, 3 boulots, il a vu que ça ne le convenait pas. Lui, il a appelé sa famille ici maintenant pour qu'on l'envoie de l'argent. Et il prend la route maintenant du désert. Avant de partir, il m'a appelé. Aïcha, je prends la route aujourd'hui. Un 8 juillet. Un jour, j'étais là dans mes gouillements, je vois un appel inconnu. Je sais que c'était le numéro de l'Europe. Soit 8 jours après, il me dit, Aïcha, j'ai bossé ici en Italie. Vous imaginez pas la joie. Lui, il est parti en 8 jours. Lui, il est parti en 8 jours. Quand il est arrivé à, comment on appelle ça même? Dernière ville, Tunisie, Libye, là. Ben Gaden. Il est arrivé même jour. Le même jour, ils ont fait le désert pour partir en Libye. En 2017, on ne faisait pas le lancement en Tunisie. Hein. On partait en Libye. Même jour, il arrive. Le même jour, il fait tout le désert. On le transporte en 4 jours. Eux, ils ont fait 3 jours sur l'eau. 3e jour, on les a sauvés. Donc, Suarez n'est pas rentré dans les détails pour me dire, ah, voilà ce qui se passe sur la route. Il me dit, il est arrivé, il était contente pour lui. Il dit, enfin, au moins tu as réussi, je craignais. Il me dit, non, c'est comme ça, lui, il a commencé à m'encourager. Aïcha, prends la route. C'est pas dangereux, prends la route. Je sais que tu peux. Tunisie, là, c'est pas bon. Je sais que étant ici, en tout cas, tu vas souffrir. Aïcha, prends la route. C'est comme ça, il a commencé à m'encourager pendant qu'on causait en ligne, tout ça. L'homme avec qui aussi je vivais là-bas aussi est parti. Donc, j'étais dans la ville là. J'étais vraiment perdu même. En plus de tout ce qu'il traversait. C'est comme ça, l'idée m'est venue de prendre cette route. J'appelle le coxeur. Mon ami qui est parti m'a donné le numéro de son coxeur. J'appelle le coxeur. Il me dit le voyage à 1500 €. À 1500 €, étant en Tunisie en ce moment-là. L'argent qui était avec moi, j'avais 8000 dirhams. 8000 dirhams. En tout cas, ça ne pouvait rien faire, ça n'arrivait pas. J'ai même menti même à mes parents qu'il y a eu un bon réseau là-bas. J'ai appelé mon papa. Il dit, il y a un bon réseau. Il y a eu un bon réseau ici. Qui n'a qu'à me donner, je vais compléter mon argent. Ils m'ont fait venir 500 €. J'ai complété avec l'argent que j'avais. Je prends la route. Je prends la route. Quand je prends la route, j'appelle le coxeur. Il me dit comment il faut faire pour prendre le car pour partir à Ben Gaden. Je prends la route à 20 h. J'ai porté, par exemple, on a notre manière de se camoufler pour prendre la route là. J'ai porté les boubous noirs avec un petit sac à dos. En tout cas, j'étais bien camouflé.
Dans le cas aussi, j'ai vu d'autres personnes qui partaient faire la même chose que moi. C'est comme ça, j'ai fait d'autres rencontres pendant qu'on faisait ce voyage-là. À 6 heures, on arrive. Nous tous, on a le numéro de nos consoeurs. Quand vous arrivez là, vous vous dispatchez comme ça pour ne pas que la police vous check dans la ville. Je me cache dans un coin, j'appelle le coxeur. Il envoie un taxi vers moi, me prendre. On m'envoie dans le bunker à Ben Garden. Là où il recueille les gens. Les bunkers là. C'est là-bas qu'il recueille les voyageurs. Lui-même, vous ne le voyez pas. Hein. Le coxeur en question, vous ne le voyez pas. J'arrive dans le bunker. Ce jour-là, il vient. Ceux qui ont leur argent donnent un compte. Il envoie quelqu'un pour venir prendre l'argent. On m'appelle. Moi, je donne mon argent. Le coxeur dit mon argent n'arrive pas. Où mon calvaire va commencer là. Le coxeur dit moi, mon argent n'arrive pas. J'ai commencé à pleurer. Déjà, le coxeur me voulait. Il ne sait pas comment il va faire. Même nuit là, on atteignait, quand je suis arrivé là, on était 20, moi j'étais 21e personne. Normalement, je devrais faire le désert même nuit avec les autres. Les autres prennent la route. Il me dit, moi de partir, il me prend, il s'en va avec moi dans lui-même sa maison maintenant, le coxeur en question, là où il vit. Parce qu'il m'a vu, il est franc. Il va vouloir faire maintenant ce qu'il veut de moi. J'ai commencé à prier Dieu. Quand je vous dis que la bénédiction de mes parents était avec moi, là, c'est depuis là. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, lui, là, faut pas, il va sortir avec moi ici. Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai pleuré. Il a tellement pleuré que Dieu a écouté mes prières. Le même jour, il y a d'autres voyageurs qui sont venus. Donc, j'ai eu un soulagement. Dans ça, là, pendant les 20, il a fait 2 semaines. Quelque chose, les gens vont même jour, ils prennent le désert, ils s'en vont en Libye. Moi, j'ai fait 2 semaines à Ben Garden. Soirée. La nuit, le coxeur veut faire chat noir. Je fuis. Il y avait une fille qui était avec moi. En tout cas, les filles là me soutenaient parce qu'elles savaient ce que le coxeur devait faire. Quand il prend manger, il sort, il s'en acheter la nourriture pour me donner. Il y avait peur qu'il mette quelque chose dedans pour me droguer. J'étais obligée de prendre cette nourriture et faire comme je mange, je donne à mes autres soeurs, on jette. Quand lui-même il était fatigué, il était obligé de le faire à soi. Je dis, si tu me fais partir, on ne sait jamais où l'avenir peut nous emmener. Il dit, moi vraiment, je vais quitter dans cette merde-là. Je suis venu pour traverser. Je ne suis pas venu pour dire, je vais faire foyer avec quelqu'un. J'ai ma famille derrière moi, j'ai ma fille, je vais partir. C'est comme ça, je l'ai supplié. Et le lendemain, on dit, on devrait faire le désert. Il dit, Seigneur, merci. Merci, je vais faire ce désert enfin. Soirée. À 20 h, on nous réunit, on nous conseille. Vous savez comment les coxeurs, les guides là conseillent les gens. Ils nous disent tout ce qui va se passer là, reste là. On a commencé, on dit si toi tu crois, tu es chrétien, tu pries. Les musulmans prient avant qu'on prenne la route. Ils nous conseillent, on dit faut pas, tu vas t'éloigner des autres pour ne pas te perdre dans le désert, tout ça. On prend le désert à 21 h. Il y avait une femme avec un bébé qui était avec nous soirées. Le bébé a pleuré jusqu'à ce que la police nous attrape dans le désert là-bas. Avec les gros chiens là. Ils nous ont fait asseoir au bord de la mer quelque part là-bas. Nous frapper. Le guide là, dans ça, le guide aussi se mélange avec nous. On ne sait pas qui est guide. Le policier a dit force, on n'a qu'à dire guide. Et lui a dit qu'on n'avait pas de guide. Nous tous on disait, il dit, mais vous n'avez pas de guide. Comment vous faites pour prendre le désert? On dit, on n'a pas de guide. Nous sommes là comme ça. Tellement ils étaient fatigués, on les a donné quelque chose là, la nuit là. On leur donne de l'argent pour qu'on puisse nous laisser passer. C'est comme ça on prend le désert soirée. Il y a un gros trou, ce que les migrants n'arrivent pas à dire quand ils traversent. Il y a un trou de au moins 6 mètres entre la Tunisie et la Libye. Un gros trou. Il y a d'autres qui sont tombés dans le trou là, qui ont cassé les pieds. En tout cas, il y a eu des dégâts. Donc, c'est les jeunes qui rentraient. C'est les jeunes qui rentraient dans le trou et ils nous tiraient. Nous qui n'avons pas, on ne pouvait pas sauter là, on nous tirait. On a fini ça. Il y a des bas de fer qui sont enroulés. Non, avant Tunisie, Libye était sécurisée. C'est maintenant, ils voient les gens dorment dans les déserts là-bas. Ils disent comment ils font. Soit ils ont fini de traverser tout ça à 5 h. On dit on est arrivé en Libye. Il y avait un gars qui vient nous attendre. On dit Ayman, un Libyen. Suarez, joli garçon libyen, mais c'est un bandit, un sorcier. Il n'a pas cœur. Même à le regarder, même tu trembles sur toi.
Lui aussi, c'est lui qui devrait nous prendre pour nous emmener au port. Il a une ferme. Il élève les moutons, les poulets. Il a fait une maison non Suarez. La maison n'a pas de porte. Hein. Il a creusé un trou dans la maison. Et puis, il a pris un gros placard fermé. Quand vous venez, il faut faire rentrer dans la maison là. Et puis, il a mis 2 petits trous en haut. Il nous a jetés dans la maison en soirée. Il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Le matin, je vois sur les murs, ceux qui sont passés là, ils ont commencé à écrire sur les murs. Ici, c'est l'enfer. Ici, la mort est mieux qu'ici. J'ai dit, j'ai commencé à pleurer. On a fait 2 jours là, sans manger, sans boire de l'eau. Il y a un qui criait, il voulait faire quoi même, uriner ou bien chier. Et il a fait rentrer un bidon. Tellement l'autre ami qui était à côté de nous avait soif là. Quand l'autre a pissé, lui, il a pris l'urine de l'autre, il a bu. J'ai commencé à pleurer, Seigneur, ici dans quoi? Moi, quand j'ai des soucis, même dans la vie réelle, hein, la première chose qui vient, moi, je pleure. Tout le monde sait que moi, je suis très, très sensible. Quand quelque chose arrive, les choses que je n'ai jamais vues, j'ai commencé à pleurer. Deuxième jour, il est venu, dès qu'il a tiré le placard, il dit 4 personnes, non, viens. Donc, j'ai sauté en même temps avec les autres, je suis sorti. Je sors déjà, c'est les petits taxis, les petites voitures là, c'est dans cette coffre là, il allait mettre nous 3 là. Il m'a mis moi en première parce que moi j'étais courte, il m'a mis moi en première, et puis il a mis 2 vieilles mains encore sur moi. Il a mis 2 vieilles mains encore sur moi. Tu vois comment on se couche, on dirait des cadavres dans le coffre de voiture là. Je pensais qu'on partait directement au bord soirée. Déjà, on ne partait pas directement au bord. Il est parti encore nous jeter dans une maison inachevée encore. En Libye là-bas. On appelle le coin là la clôture. Tous ceux qui sont passés par là peuvent te témoigner qu'il y a la clôture là-bas. Qu'il y a la clôture. C'est une maison, ils ont construit, la maison est tombée. C'est comme ça, on l'appelle Ayman. C'est comme ça, il fait sa traversée. Hein. Il nous prend, il nous jette là, il va chercher d'autres personnes. Et puis, il vient vous compléter jusqu'à ce que vous atteigniez le nombre de personnes que lui veut. Il va chercher un 4x4 maintenant. 4x4, là, il remplit les bidons vides, les déchets, quoi, avec un gros chassé noir. C'est dans cette 4x4, là, il va nous mettre. Et puis, il met le bâche noir sur nous, il met les déchets pour faire croire aux gens que c'est les déchets qui sont dedans. Jusqu'à ce qu'on arrive au bord de l'eau à Zabrata. Quand je suis arrivé au bord, j'ai eu un soulagement. Je me suis dit que, le voyage, au moins, ça a pris fin. Parce que quand tu arrives là, tu vois l'eau avec les zodiacs gonflés, tu as un soulagement. Tu dis au moins, peut-être que c'est le dernier virage. Soirée, c'est là que le calvaire encore. On est resté à Zabrata jusqu'à 5 mois. Quand ils disent qu'ils vont faire lancement, ils ne font pas de lancement, on reste là, on patiente. Souvent même, ils font tambour, on nous compte, ils gonflent les zodiacs. Quand ils disent qu'ils vont lancer, FIA, on dit à garde côte sur l'eau. Nous sommes restés à Zabrata jusqu'à 5 mois. Pendant ce temps, les coxeurs continuaient de faire venir des personnes. Il a dit, on était des milliers de personnes à Zabrata. Si tu ne me crois pas, renseigne-toi auprès de ces personnes en 2017. De jouer, ils n'ont pas fait de lancement jusqu'en novembre. Il a dit, tous les Sierra Leonais, les Gabonais, les Nigériens, le campo était bourré d'hommes. Ils ne faisaient pas de lancement. Jack Zabrata avait déjà signé un accord avec les Européens. Pour dire qu'il a pris un vrai cassac, on lui a donné de l'argent pour ne pas qu'il fasse la traversée là-bas. Donc Zabrata a pris tout cet argent, il a fui. Il a laissé les coxeurs et nous, les voyageurs, livrés en nous. On est resté là jusqu'à ce que un jour, un vendredi noir, ce jour-là, soleil n'est pas sorti. Soleil n'est pas sorti à Zabrata jusqu'à ce qu'on vienne attaquer nos campos. On est resté jusqu'à 10 heures. Il y a les chars combat. Les chars combat, 2 bouches. Notre campo. Il y a l'entrée principale, là, ils ont fermé. Vers la mer, ils ont fermé. Et puis, ils nous ont mis ensemble maintenant. Ils ont mis les femmes. Ils ont mis les femmes à part, les hommes à part. Ils ont commencé à fouiller. Ceux qui avaient de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui étaient là-bas qui faisaient les transferts d'argent, les trucs.
Et puis, il a sauté un point. Quand nous sommes là-bas, que tu appelles un parent pour t'envoyer, par exemple, 100 000 qu'on t'envoie là, c'est 50 000 qu'on te remet là-bas. Là-bas, quand on t'envoie de l'argent, c'est la moitié que tu reçois, d'après même que les frais de transfert. Parce qu'il faut appeler un parent, envoyer de l'argent à quelqu'un au Mali, et l'autre te donne. En tout cas, la transaction est très difficile, mais ça veut que les gens même n'arrivent pas à les attraper, ceux qui font les transactions. Donc, ils nous ont mis maintenant, ils ont mis les femmes à part, les hommes à part. Ils ont commencé à envoyer les gros camions qui ramassent les bennes là. Ils ont mis d'autres personnes. En 2017, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Ils ont mis d'autres personnes dedans. On ne sait pas où ils partaient, eux. Ils ont fait un long rang pour envoyer d'autres au bord de la mer là-bas. Commencer à tirer sur eux. On attendait le bruit des armes. Quand tu attends quelqu'un crier, il crie une fois et puis c'est fini. Jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Tellement nous étions nombreux, le pays était en guerre en ce moment-là. Le pays était en guerre en ce moment-là. Nous étions nombreux. Si nous prenaient pour partir avec nous dans une prison, là, on n'allait pas contenir. Donc, ils ont commencé à faire les trafics d'hommes maintenant avec nous. Jusqu'à ce qu'il fasse nuit à 19 h. Ils nous disent on n'a qu'à attendre. Eux, ils vont partir chercher de l'aide pour venir. Nous qui comprenons l'arabe un peu là, on a commencé à faire des groupes de personnes. On dit si ceux-là ils reviennent, Dieu seul sait ce qu'ils allaient nous montrer. On a fait des groupes. Un premier groupe est parti. Genre, on allait s'enfuir, quoi. Il y a un premier groupe qui est parti. Deuxième groupe est parti. Moi, j'étais dans le troisième groupe. Il y avait un gars qui est parmi nous qui avait un téléphone, les petits besclas là. On avait le contact de nos coxeurs. Nos coxeurs nous ont dit, si on arrive dans une ville, on l'appelle ici, il va voir comment il va venir nous aider. Soirée, on a marché pendant des jours. On a marché Zabrata, Zawiya, Zouara. Où on a marché pendant 3 jours sans manger, sans boire de l'eau. Quand on est fatigué, c'est-à-dire tellement nous étions nombreux là. Où je vais voir le 3e jour, on était 23. 8 filles, le reste était des hommes. Il a dit c'est dans le désert que j'ai vu les dates là. Les dates qu'on a l'habitude de manger là. Un jour, le 3e jour, on est pas tombé sur un champ de dates. C'est les dates là que nous avons mangé pour avoir un peu de force. On a pris la route encore. On a vu une usine de fabrication de casseroles. C'est comme ça, j'ai mon ami qui dit il va sauter pour partir. Parce qu'on a vu un black rentrer dans l'usine là. Donc, lui, il a sauté pour partir. Nous, on dit on va l'attendre maintenant derrière l'usine en question. Pendant que nous étions là en train de l'attendre, il y a 3 voitures qui sont venues nous encercler. Rouge, jaune, gris. Les belles voitures, hein. Des belles voitures. Ils nous encerclent. Ils nous ont pointé les armes sur nous. Il a dit on a mis nos mains sur nos têtes. On s'est suivi, on dirait des... Ils nous envoient dans une maison inachevée. Ils ont commencé à nous fouiller, Soares. Nous fouiller, ils ont mis les femmes nues, les hommes nus. Mélangés, hein? C'est-à-dire un gars qui n'est pas ton ami, il te voit, il voit ta nudité. Hey. Il y a un qui a... Il y avait une maman parmi nous, où je n'ai pas supporté, il a commencé à fouiller la maman, commencé à toucher les parties intimes de la maman. J'ai crié, j'ai dit non. J'ai dit non, papa. Il a commencé à dire en arabe, là, papa, là, papa, maman. Il a commencé à me gifler. Quand il a tourné ma vue, il a commencé à me gifler, me tabasser. Moi, je protégeais que ma tête. J'ai dit, papa, non. Il m'a tiré maintenant. Il me dit, il va avec moi derrière la maison. Où on était là. Il me prend moi seul, il va avec moi. Il a commencé à me palper, je pleurais, j'ai même uriné sur moi. Soares, ce jour-là, j'avais mes règles. Mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché de mettre sa main là-bas. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Jusqu'à ce que son fils, on dirait son fils cherchait son papa parmi les autres, il ne l'avait pas vu. Et il va derrière, maintenant il voit son papa, il a crié, il dit papa non, en arabe, papa là. Il a dit en arabe,
C'est que quand on venait dans le désert, on a dit on venait chercher de l'argent. On n'a pas dit qu'on venait faire autre chose que chercher de l'argent. C'est là que j'ai vu la grâce de Dieu. Et il a commencé à brutaliser son fils. Il nous dit non, allons devant là-bas. Allons devant là-bas. Il va, il frappe son fils, il revient. Il vient nous dire non, attendez-nous. On parti chercher manger ria, manger ria. I go to manger ria. Vous allez manger. Il dit quoi? Il a dit à mes autres amis, si ceux-là, ils sont partis là, fuyons. Hein. C'est pas manger, ils vont nous envoyer après. Moi, seul, c'est ce que j'ai vu. C'est pas manger, ils vont nous envoyer après, fuyons. Non, on pensait qu'ils étaient partis. Ils n'étaient pas partis. Ils étaient cachés derrière la maison. Ils n'étaient pas partis. Ils étaient cachés derrière la maison. Et c'est pas c'est quoi les gars cherchaient dans leur voiture. Donc, quand on a soulevé les vêtements, on a commencé à courir dans le désert là. Ils ont pris des armes, commencé à tirer sur nous comme des animaux. Ils ont commencé à nous arroser. Il y avait un jeune qui était parmi nous. La balle a pris son pied. Et là, je suis resté bloqué. La partie là. Je ne pouvais pas imaginer qu'un autre... C'est vrai que quand on fait les guerres, les crises, on voit les gens se tuer. On sait que c'est pour une cause, mais on n'a rien fait. La seule erreur que nous avions fait, c'est de passer par les pays pour dire on partait en Europe. La seule erreur, on n'a pas tué quelqu'un, on n'a pas volé, on n'a rien fait. On était là pour un but précis, c'était la traversée. La balle a pris le jeune. Je suis resté bloqué, nu dans le désert là. Je suis resté nu dans le désert là. Rien. Il s'est écoulé, on ne peut pas l'aider. On ne pouvait pas l'aider. Quand il s'est écoulé là, moi, mais il pensait que la balle m'avait pris. Il était juste à côté de moi. Parce qu'il était fatigué. Donc, c'est lui qui m'aidait. Quand je suis fatigué, il prend mon bras, il met sur son cou, son épaule et puis on marche. Donc, quand on courait dans le désert, il était à côté, il faisait tout. Souvent, on rit. Quand il y a des trucs, on rit. C'était un jeune Camerounais de 18 ans. Il dit qu'il était Bamileke. C'était un jeune Bamileke. Il avait 18 ans. Il était avec nous. Donc, j'ai commencé à pleurer, faire les trucs. Soirée, c'était dur. Donc, quand nous sommes repartis avec, trouver mon ami qui était parti demander de l'aide là, lui-même, il a commencé à pleurer. Quand il m'a vu nu, un homme, il a commencé à pleurer, pleurer. Il dit quand il a appelé le coxeur, quand le jeune Ghanéen lui a donné le téléphone pour appeler le coxeur, on a indiqué l'endroit. Le coxeur envoyait des taxis vers nous pour venir nous chercher. Ils nous ont pris, ils ont mis les femmes à pas encore. Tout à l'heure, ça s'est arrêté en fait. Vas-y, on te suit. D'accord. Donc, je n'avais plus l'envie encore de partir en Europe. La seule chose qui me venait en tête, c'est comment faire pour quitter, pour sortir de là. Parce que je craignais aussi de mourir comme l'autre. J'avais peur de mourir comme de la manière l'autre petit est tombé. Je ne sais pas s'il est mort ou bien s'il est vivant. J'avais peur de finir comme lui. Donc, je disais à mes amis, dis-moi s'il y a l'occasion de partir au pays, je vais partir au pays. Je ne veux plus partir en Europe encore. Parce que quand ils ont tiré sur lui, je n'avais plus la parole, je ne parlais plus. Quand le coxeur a dit, on a qu'à donner de l'argent, j'ai dit, je n'avais pas d'argent. Mais les gens ont tellement insisté que j'ai appelé mon papa. Je lui ai dit que j'avais besoin d'argent. Je suis en prison en Libye. Mon papa a dit qu'il n'avait pas d'argent. Il dit qu'il n'avait plus d'argent. Donc, je lui ai dit que moi, je ne veux pas partir. Dans ça, il y a une vieille mère qui était avec nous, qui sait qu'il y avait le bébé là. Elle voulait tellement partir. Le premier convoi que le coxeur a eu, elle s'est jetée dedans. Soirée, 2 jours après, je demande au coxeur. Il dit, le bateau que tu as lancé là, c'est comment? Parce qu'on connaît les coxeurs, quand ils font les lancements, que ça marche là. Ils sont contents, ils sont heureux. D'autres même, ils font la publicité, tout ça de leur voyage. Mais il ne faisait pas de publicité autour de son voyage. Il était triste. Je lui demande, il me dit que le bateau a fait naufrage. Il dit non, tu ne peux pas me dire ça. La femme avec qui on était, tout ça, qui prenait son enfant, elle est décédée. Il dit oui, qu'elle est décédée, que c'est le bébé seul qui est sorti dans le voyage. Il dit Seigneur. Il dit je vais partir. Donc comme il a commencé à me plaindre là, ils m'ont mis encore dans un autre convoi. Les autres amis là ont commencé à plaider. Ils ont collé les agents qui restaient là. Ils m'ont mis dans un autre convoi. Dès qu'on nous a lancé net, la police nous a refoulés.
Ils nous ont refoulés, ils ont dit on a qu'à appeler nos parents. J'avais dit que je n'avais pas d'argent. Parce que moi, j'étais dans le convoi des Ghanéens, des Naïdja là. J'étais dans le convoi des Naïdja. J'étais la même soir maintenant. Ceux qui nous détenaient maintenant, la police faisait le RAF en Libye là-bas. La police faisait le RAF. C'est comme ça dans la maison où on me séquestrait là. La police est partie casser la maison. Ils pensaient que moi, j'étais comme les filles nigériennes qui se prostituent, si je peux dire ça comme ça, en Libye. Je leur ai dit que non, que c'est pas, je ne fais pas ça. Il a commencé à tellement insister sur le nom de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Il dit, moi, Côte d'Ivoire. Il dit, ah bon, Côte d'Ivoire. Il dit, oui. Il dit, il y a une prison. C'était mes autres amis qui étaient, quand on fuyait Zabrata, là, les autres amis, les deux autres groupes, ils sont partis là. Eux, on les a pris directement pour les envoyer en prison. Donc, c'est comme ça, on me prend, on m'envoie en prison, Suarez. Hey! Hein? C'est comme ça, on m'envoie en prison. C'est comme ça, je me suis retrouvée en prison en Libye. Quand ils ont fait mon lancement, ça n'a pas marché, ils m'ont pris. Ils sont partis avec moi en prison là-bas. J'ai vu d'autres frères, d'autres sœurs. Tout le monde se disait qu'on m'avait vu. Donc, ça a créé un autre traumatisme étant en prison parce qu'on ne mangeait pas étant là-bas. On dormait à peine, on se coinçait. Moi, je dormais juste devant les toilettes en Libye. Chaque jour, il y a un monsieur qui rentrait sur nous. Il abusait des filles. Il abusait de ces filles-là. On les appelle maudits, les asthma boys là. Il y a un qui rentrait, il abusait de ces filles-là. Parce que les filles anglophones, là, quand elles sont là-bas, elles sont tellement accros à la cigarette, à des stupéfiants. Donc, ça fait qu'il les blague avec ça. Étant en prison là-bas, il les blague avec la cigarette, de l'alcool. C'est un privilège que nous autres, on n'a pas là. On les blague avec les sardines, la nourriture, les couscous, pour sortir avec eux. Et là, tout mon voyage dans le pays Maghreb, là, c'était des pleurs. Les pleurs, la prière. Ils me demandaient comment est-ce que j'allais faire pour sortir de là. On nous frappe chaque matin pour nous faire sortir, pour partir dans la cour, pour prendre de lait. Là, on nous frappe. Un jour, ils ont frappé une femme enceinte parmi nous. Elle a failli perdre son enfant. Il a marché dans son enfant. Le simple fait qu'il lui a donné du pain pourri, la dame dit elle est fatiguée de manger le pain, elle ne mange pas. Pourquoi elle n'a pas pris là? Il a frappé. C'est comme ça, nous les femmes là-bas, on s'est révoltés. Les mamans là se sont mis nues en prison là-bas. Les mamans, elles se sont mis nues. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, quand une maman te montre sa nudité, c'est malheur pour toi. Les mamans là se sont mis nues. L'aventure. Donc, elles se sont mis nues comme ça, eux aussi se sont révoltés. Ils ont pris nos soeurs, commencé à les frapper. Il y a d'autres qui essayaient de fuir pendant qu'on était en prison là-bas. Il y a d'autres qui ont essayé de fuir. Pendant qu'on est là aussi, il y a d'autres cocktails qui vont acheter d'autres personnes en prison là-bas. Il y a d'autres cocktails qui vont acheter d'autres personnes dans les prisons là-bas. C'est comme ça. Les choses sont devenues jusqu'à ce que l'affaire prenne les réseaux sociaux et puis l'OIM ait accès aux différentes prisons là-bas. Ils vont nous demander s'il y a des personnes qui veulent rentrer volontairement dans leur pays. J'ai dit oui, sans hésiter. J'ai dit je voulais rentrer. Moi, mais je cherchais un moyen de rentrer. Suarez. Mon laissez-passer est sorti 2 semaines après. 2 semaines après qu'il ait signé le laissez-passer. Mon laissez-passer est sorti. Je suis revenu au pays. Je pensais que la migration qui est traversée là avait pris fin. Que mes cauchemars avaient pris fin. Mais souvent, l'idée me vient pour dire, ah, si je restais là, que je mourrais, c'était encore mieux. Mais avec le temps, avec tout ce que j'ai vécu, moi, c'est ce que j'ai vécu. Je suis revenu dans mon pays sain et sauf. J'arrive à traverser certaines difficultés avec fierté. Parce que le simple fait que Dieu m'a donné une deuxième chance là, je la croque à plein dents. Je ne conseille pas l'immigration à quelqu'un. Surtout les pays Maghreb là. Je lui ai dit toujours c'est l'enfer sur terre. C'est-à-dire Dieu sait pourquoi il a créé les pays Maghreb et puis ils sont blancs et puis nous sommes noirs. C'est leur peau là seulement qui change. Sinon leur cœur est noir.
Moi, je dis, les gars ne devraient même pas exister, même sur la terre même. Les Maghrébiens ne devraient pas exister sur la terre. Suarez. Moi, personne ne peut venir me convaincre pour dire que les Maghrébiens sont bien et puis je vais croire. Même s'il y a des biens dedans, mais le mal que les autres méchants là font là, ça a effacé leur bonté au fait. Ça a effacé leur bonté. Ça efface leur bonté. Ils sont méchants, ils sont sans cœur. Tous les 2 ans que moi j'ai fait à l'aventure, ça a été que des cauchemars. Ça a été que des cauchemars. J'ai une très très mauvaise image de l'immigration. Soirée, je vais m'arrêter là, comme il t'avait dit dans le message qu'il y avait un malade à l'hôpital là. Je vais courir pour partir. Peut-être on va revenir après un autre jour si mon arrivée est en Côte d'Ivoire ici. La guerrière, j'étais muté en fait. La question que moi j'aimerais te poser en fait. Ta copine qui t'avait fait voyager, elle est devenue quoi en fait? Les copines, les amis. La guerrière, ton micro est fermé. Oui, la copine en question, je n'ai plus cherché à la rencontrer. C'est quand je faisais mes vidéos là, il y a une autre qu'elle a fait venir aussi en Tunisie là-bas, qui m'a dit que son mari avec qui elle faisait les trafics d'hommes là, son mari a bosa pour la laisser là-bas avec 3 enfants. Elle mendiait même dans la rue. Elle mendiait même dans la rue. C'est tout ce que j'ai d'elle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est redevenue après. Je ne veux même pas savoir. Donc, c'est comme ça. Suarez, j'ai essayé de partir. Mhm. Merci à toi. On va remettre un autre jour. Mhm. Hey! Oh les amis, oh, oh les amis, oh. Les amis. On boxe une femme enceinte. J'ai demandé les femmes enceintes. Vos enfants, vous avez comme boxe l'enfant là, ça fait comment? Merde! Non, Seigneur Jésus. Franck, tu partais en aventure. Papa, c'est grave le tout ci. Je vous jure. C'est grave le tout ci. Il y a des histoires dehors. Tu n'as rien fait, tes mains en prison. On teste les armes sur toi. Hey! Et toi, il y a les villageois qui m'ont dit qu'ils vont partir. Hein.